Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui je vous propose de tester avec moi un laser table comme d'habitude, mais celui-ci il est compact, l'Atomstack X24 Pro. X24 c'est pour 24 watts, une puissance plutôt confortable. Allez, sans plus attendre, je le déballe et on le teste. Alors comme d'habitude c'est bien emballé et heureusement parce que vous voyez ici il y a un beau pet. Et pourtant la machine n'a rien. Donc on a le manuel comme d'habitude. Ici, de la mousse, l'emplacement pour la pompe à air qui est a priori une option sur ce modèle-là. Mais bon, j'en ai déjà parlé, ça ne devrait pas être une option. Et heureusement, la pompe à air est dans le carton d'à côté. On a une paire de lunettes, un câble, le support du laser, câble USB, le tuyau d'air, l'alimentation. Pour l'instant, rien d'intéressant. L'autre partie de la lime. Ici, on a l'énorme tête de laser. Elle est belle, hein? Des accessoires et de la quincaillerie, et la machine qui est déjà entièrement montée. Pas de difficulté pour la monter, donc, mais des difficultés pour la sortir. Ah, puis j'avais pas vu, on a aussi une cale. Alors ça, c'est un mauvais point, une cale pour faire le focus. On est reparti en 2023, là. Bon, je mets la machine face à vous pour le montage, parce que oui, la machine est livrée montée, mais il y a quand même un petit peu de montage à faire, pas grand-chose. Avec ces quelques vis ici, on va monter la tête de laser. Alors il faut d'abord monter cette platine. Alors pour le montage de la platine, ça paraît simple, il y a un sens, c'est écrit haut ici et bas ici. Bon, c'est en anglais. Par contre, la plaque support qui se trouve là, elle est percée de plein de trous taraudés, donc il va falloir trouver les bons. J'imagine que les trous correspondent à différentes platines qui elles-mêmes correspondent à différentes têtes de laser. Heureusement, dans la notice, les trous sont repérés. Pour le montage de la platine, ce sont des petites vis M4 par 6 et comme d'habitude, au lieu d'utiliser des clés Allen, je préfère utiliser une visseuse qui possède un limiteur de couple et qui évite de trop visser ces vis en acier dans de l'aluminium en général. Ici, on a une plaque en acier par contre. Alors, je vous conseille de commencer par mettre les vis sans les serrer. Et ensuite, vous serrez en croix comme ça. Alors évidemment, là, c'est pas une culasse de voiture, mais bon, les bonnes pratiques, hein, c'est toujours mieux. Ensuite, la tête laser elle va se monter dans la rainure à queue d'arrondi ici. Et ici, vous avez deux trous filetés pour des vis qui vont permettre de régler la hauteur. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Ça risque de ne pas être pratique, ça. Voilà, la tête s'enfile comme ceci. Et elle se bloque comme ça. Ouais, je pense vraiment que deux vis, ça ne sert à rien. Une seule, ça suffirait largement. Une fois que la tête est montée, il va falloir l'alimenter. Alors, il faut d'abord l'alimenter en air. Et là, première chose agréable, vous voyez qu'il y a ici une entrée d'air qui est intégrée à la machine. Ça veut dire que le tuyau, il sera intégré à la machine, il ne va pas dépasser sur le côté. Et surtout, peut-être, la machine va peut-être piloter la pompe à air. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et il va aussi falloir, bien sûr, alimenter électriquement la machine. Pour ça, il y a un câble de fourni. Attention, la machine fournit deux câbles. Ce deuxième câble, j'en parlerai plus tard. Les connectiques ne sont pas les mêmes, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut prendre le câble avec la connectique la plus grande. Donc vous branchez le câble sur la tête de laser. Il y a un sens et un détrompage. Et l'autre côté du câble, il se branche sur ce boîtier. Alors attention, il y a une prise ici. C'est pas la bonne. Il faut se brancher à l'arrière ici. Ici, on est à l'arrière de la machine. Donc ça se met comme ça. Et pour éviter que la gaine d'air et le câble électrique se promènent, on va utiliser ces passe-câbles qui vont venir se coller à l'arrière de la machine ici. Voilà. Et les câbles, on va venir les coller dedans. Donc le câble électrique. Donc vous voyez, comme ça, ça évite que le câble ne se promène. Par contre, les supports de câbles sont un peu petits pour accueillir à la fois le câble électrique et le tuyau d'air. Donc on va les doubler. De toute façon, il y en a largement assez. Donc toi, tu vas servir au câble électrique. Toi, tu vas servir à la gaine. Voilà. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Et donc là, je vérifie qu'en me promenant sur toute la longueur de l'axe. Ah bah super. J'ai la courroie qui a lâché. Donc je disais, je me promène sur toute la longueur de l'axe pour voir si les câbles ne s'accrochent pas. Donc on va regarder pourquoi ça a sauté. Bon, ben j'en profite pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez, la courroie, elle est arrêtée ici par une petite bague. Cette bague, elle vient s'enfiler dans une fente de cette pièce-ci, comme ça. Voilà. Et vous voyez, là, la courroie est détendue. Alors c'est moi qui l'ai détendue pour pouvoir la remettre. D'un côté de la machine, on a une poulie ici qu'on peut tendre. Alors j'utilise
une vis de réglage que je vous montre ensuite. Donc la poulie dont je viens de parler, elle est ici, et là-bas, on a le moteur qui fait donc déplacer la tête de laser sur cet axe. Tant qu'on est sous la machine, j'en profite pour vous montrer, le châssis est monobloc et il est moulé. Et tout est intégré dedans. De ce côté-ci, on a une poulie réglable pour la tension de cette courroie. On a aussi des capteurs fin de course. Cette courroie, donc, elle va jusqu'à ce coin-là et elle permet de promener le laser sur cet axe-là. Ici, on a l'axe qui entraîne la courroie et sous cet axe, vous apercevez la carte mère. La courroie que je viens de vous montrer, elle est dans le coin là-bas et vous voyez que l'axe est entraîné par ce moteur qui entraîne aussi une autre courroie de ce côté-là et qui fait la même chose que la première. Le moteur est là, l'axe ici, les deux courroies ici et là, et donc elles servent à promener la tête de laser sur cet axe-là. Ce bras ici est entraîné des deux côtés pour se promener comme ça, et sur ce bras, on a la courroie que je vous ai montrée tout à l'heure, avec un moteur ici qui permet de promener le laser sur cet axe-ci. Ici et là, on a deux réglages de tension de courroie. La carte mère se trouve là, et ici, on a un petit peu de câblerie. Je vais vous montrer ce que c'est que tout ça. Alors déjà, dans chaque coin, on a une vis ici pour régler la tension de la courroie et une autre vis ici qui, si elle est dévissée, va permettre le réglage et si elle est vissée, va permettre de le maintenir. On a la même chose sur l'autre côté par là. Bon, j'ai zoomé pour que vous voyez mieux. Vous pouvez voir les deux vis ici. Et ici, tant qu'on y est, vous avez l'entrée d'air. Donc c'est ici qu'on va brancher la pompe à air. À l'arrière de la machine. C'est très pratique, on ne l'aura pas dans les pattes. J'ai retourné la machine, maintenant l'avant se trouve ici. La courroie qui s'est détachée tout à l'heure, celle de cet axe-là, son réglage, il se trouve ici. Et là, vous avez la vis de maintien du réglage. Sur l'avant de la machine, on a un verrou de sécurité à clé, donc qui permet de verrouiller la machine pour éviter que les enfants y touchent ou les adultes qui ne savent pas se servir d'un laser et qui risquent de se faire mal aux yeux. On a un voyant d'alarme. Et alors ça, moi je croyais que c'était un bouton marche-arrêt, c'est écrit urgence dessus. Donc pour eux, ça c'est un arrêt coup de poing. Alors ça c'est pas sérieux. On va dire plutôt que c'est un bouton marche-arrêt et qu'il n'y a pas d'arrêt d'urgence. À l'avant, sur le côté droit de la machine, on a un port HDMI pour un écran optionnel, un trou pour faire le reset de la machine, un port USB qui ne sert pas à piloter la machine mais bien à mettre une clé USB. Il n'y a pas de lecteur de carte SD sur cette machine-là. Et ici on a une connexion pour un axe Y. Alors ça, bien souvent, c'est utilisé pour graver sur des objets cylindriques. Alors pour faire ça, on utilise un appareil qui est en option et que je n'ai pas là. On surélève la machine, on met en place le mug ou ce qu'on veut sur une paire de rouleaux ici. Et cette paire de rouleaux, elle tourne avec un moteur pas à pas, ce qui permet de faire tourner le mug, comme ceci. Et la machine, donc au lieu de se déplacer à la fois sur cet axe et sur cet axe-là, elle va se déplacer sur cet axe-là et sur l'axe rotatif. Et donc pour ça, les rouleaux, on va les connecter ici. Et de ce côté-ci de la machine, on a un interrupteur qui permet soit d'utiliser les rouleaux, soit d'utiliser l'axe Y normalement. Et ça, c'est très pratique parce que ça évite d'avoir à débrancher les moteurs de l'axe Y pour pouvoir monter les rouleaux à la place. Ça évite de piner les connexions et la machine dure plus longtemps. Donc si vous avez l'usage de ce genre de fonction, c'est franchement appréciable. Sur le côté droit de la machine, à l'avant se trouve ici. On a une sortie 12 volts qui va permettre de piloter la pompe à air, une entrée 24 volts qui va permettre d'alimenter la machine et la pompe à air, et une prise USB-C, et c'est à partir de cette prise-là qu'on va pouvoir piloter la machine depuis un ordinateur. On a aussi une connexion pour l'antenne Wi-Fi que je vais installer tout de suite. Voilà, ça c'est pas une option que j'apprécie, mais je sais que certains aiment bien. Bon, le montage a été rapide, vous avez vu la petite présentation. Je peux déjà vous donner mon avis sur les points forts et les points faibles de cette machine. Je vais commencer par les points forts. La première chose, c'est que déjà, les connectiques, elles sont sur le côté ici. Et ça, j'aime beaucoup parce que bien souvent, les connectiques, elles sont sur le dessus de la machine et c'est pas très agréable quand on doit l'arrêter précipitamment. Par exemple, quand on a fait une erreur de programme, on peut s'empêtrer dans les fils. Deuxième point fort, le fait qu'il y ait l'air assist qui soit branché ici, ça sous-entend qu'il est pilotable probablement. L'entrée d'air, je ne vous l'ai pas montré, elle se trouve à l'arrière ici. Je parle du tuyau d'air. Donc la pompe, elle va pouvoir se trouver derrière. Vous ne l'aurez pas devant vous, vous n'aurez pas des fils qui traînent. En parlant de fils qui traînent, encore un point fort, un chemin de câble ici. Ça, c'est nickel. Ici, on a un peu de filasse. Bon, ben voilà, très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Mais elle ne gêne pas. Elle ne va pas se prendre dans la trajectoire de la machine. Donc ça, c'est bien. Un autre avantage auquel je n'avais pas prêté attention jusqu'à maintenant, c'est qu'ici, on a une prise USB
Plutôt qu'utiliser une carte SD, on va pouvoir utiliser une clé USB. Et ça, c'est vachement bien, parce qu'en général, les lecteurs de cartes, vous, je sais pas, mais moi, les miens, ils durent jamais longtemps. Alors qu'une prise USB, ça, c'est fiable. Au niveau de la tête de laser, on a une très bonne visibilité de la tête. Cette partie est amovible, donc ça permet de facilement nettoyer et d'éventuellement faciliter la mise au point avant de mettre en route. Et la base est aimantée, donc c'est vite défait et vite remis. Sur le plan de la sécurité, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un jeu de clés pour verrouiller la machine. Ouais, je sais, c'est des clés de valise, mais quand même, ça sécurise la machine, ça permet d'éviter que des gamins se blessent. Par contre, l'interrupteur marche-arrêt appelé Emergency, ça passe pas du tout. Il manque un arrêt d'urgence sur cette machine. Sur le dessus, ici, coup de poing, on l'arrête, la machine s'arrête. Il faut déverrouiller pour que la machine se réarme. Ça, mine de rien, je m'en suis servi pas mal de fois, souvent quand j'ai fait une erreur de programmation, et c'est très appréciable de l'avoir. Et c'est d'autant plus appréciable sur une machine comme ça qu'on n'a pas les fils qui sont dessus. Un autre point négatif, le système de cale pour pouvoir régler la focale. Alors oui, ça marche très bien, mais par contre, le jour où vous perdez la cale, eh ben, vous êtes chocolat. Et le dernier point, je l'ai classé ni dans les bons ni dans les mauvais points, parce que c'est quelque chose qui peut être un avantage comme un inconvénient en fonction de ce que vous voulez faire avec cette machine. La machine est compacte. Elle fait à peine 55 par 53 cm à peu près. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'a pas une capacité standard. Le standard des capacités de ces machines, c'est 40 par 40 cm ou plus. Celle-ci, elle a une capacité de 36 par 30 cm. Voilà, à peu près. Donc c'est beaucoup moins que les autres. Par contre, vous avez quelque chose qui tient sur une table. Et ça, c'est appréciable. Et dans les faits, on a rarement besoin de la capacité max de la machine, mais ça peut arriver. Donc si vous avez besoin de graver 40 par 40, vous saurez que ce n'est pas cette machine-là qu'il faut prendre. Par contre, si vous avez un petit espace et que vous voulez un laser quand même de ce gabarit-là, vous avez quand même une belle surface de travail, parce que 36 par 30 cm, c'est quand même pas rien. Par contre, c'est moins que le standard. Ah oui, pardon, j'avais oublié. J'avais dit qu'il y avait 2 câbles électriques de livret. Ce deuxième câble électrique, il vient se connecter ici. Ce câble, il va servir à connecter l'option qui permet de graver sur des cylindres. Bon, je vais brancher la machine. Évidemment, pour ça, je vais utiliser l'alimentation. L'alimentation, elle a un câble. Donc là, ici, c'est du 24 volts. Et si j'ajoute la longueur de ce câble, plus la lime, plus le câble de 120 volts, on a à peine 2 mètres de câble, donc il ne faudra pas être trop loin de la prise. Donc pour ma part, je vais devoir déplacer la machine, parce que la prise, elle est bien sur le bord de l'établi, mais de l'autre côté, là-bas, et l'établi, il fait presque 3 mètres. Donc c'est trop loin. Ou plutôt non, je vais tirer une rallonge. Alors la lime, elle se branche ici. Je vais faire le test de démarrage. Normalement, ça ne devrait pas marcher, parce qu'on a la sécurité enfant là-bas. Et si je mets en route, j'éteins avant. Ah tiens, on ne peut pas retirer la clé. Ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas juste désactiver la sécurité et enlever les clés. Si vous voulez que la sécurité soit mise, les clés doivent être dessus. Donc ça va vous inciter à remettre la machine en sécurité quand vous ne vous en servez pas. Pourquoi pas? La tête est équipée d'une croix. Ça, c'est pas mal pour faire le centrage aussi. La croix, c'est une diode additionnelle, c'est pas un laser. Donc ça veut dire qu'elle est décalée par rapport à la tête de laser et il va falloir rentrer dans les programmes, si ce n'est pas déjà fait, le décalage en X et en Y de la croix par rapport à l'emplacement du laser. Donc ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Et quand je démarre, la machine ne s'initialise pas toute seule, donc il va falloir lui demander de le faire. C'est pas un problème, les logiciels de pilotage savent très bien faire ça. Bon, maintenant qu'on a une machine en place, on va l'équiper. Alors, le premier équipement, c'est le lit de découpe. Il est composé d'une plaque de métal qui va se placer sous la tête de laser pour protéger votre bureau ou pour protéger l'établi. Et un lit en nid d'abeille qui lui aussi va sous la tête de laser. Le laser, quand vous allez découper, il va pouvoir passer dans les trous, ce qui fait que les gaz vont pouvoir se libérer tranquillement et la découpe sera plus nette. Ce lit, il est spécifique à cette machine parce que je vous rappelle que la machine est toute petite et qui fait pile les dimensions qu'il faut. Alors, avec ce nid d'abeille, vous avez des petits picots qui viennent s'enfiler dans les trous du nid d'abeille, justement. Et ces petits picots, ils vont vous permettre de positionner n'importe quel matériau sur le lit pour pouvoir le maintenir. Alors, ce n'est pas forcément utile avec des matériaux assez épais, mais si vous voulez par exemple découper du carton fin ou du papier, ce qui est très possible avec ces machines-là, avec le souffle de l'assistance d'air, il se peut qu'ils se déplacent. Donc ces petits picots, ils peuvent être très utiles.
Et vous avez aussi des patins antidérapants que vous allez pouvoir passer sous la plaque et sous la grille. Alors l'option du lit en nid d'abeille, c'est pas une option gadget, c'est franchement utile, mais il y en a une encore plus utile, c'est la pompe à air. Et là, Atomstack, ils nous fournissent une pompe à air gigantesque. Alors autant on gagne de la place sur le bureau avec la machine, autant avec la pompe à air on en perd un petit peu, c'est pas très grave. Donc c'est quelque chose de très classique, on a une entrée 12 volts ici, une connexion pour le tuyau d'air là, et un bouton qui sert à la fois à mettre en route et arrêter la pompe, et à moduler la puissance. Donc la pompe est fournie évidemment avec le tuyau d'air et le câble d'alimentation. Bon, le branchement il est évident, le tuyau d'air il se met sur la sortie d'air. L'autre extrémité, elle se câble à l'arrière de la machine, ici. Donc on a un tuyau d'air qui est très long et vous aurez tout intérêt à le recouper déjà parce que vous perdrez moins de puissance avec un tuyau plus court. Et puis parce que de toute façon, il est trop long, sachant que l'alimentation électrique, elle est ici et elle se branche ici. Donc au pire, la pompe à air, elle est sur le côté de la machine. Vous n'avez pas besoin de tout ça en tuyau. Alors que si vous coupez le tuyau et que vous avez juste la bonne longueur, eh ben vous aurez un flux d'air plus important au niveau de la buse ici. Et voilà, nominal. Si je mets en route ici, la pompe à air ne fonctionne pas. Il va falloir la piloter par logiciel. Et pendant que je déballais la pompe à air, j'ai eu la petite surprise de trouver dans le carton une option qui, elle, n'est pas indispensable, mais qui est quand même hyper pratique dans un atelier comme le mien, qui est très poussiéreux. C'est un écran. Ça va vous permettre de piloter la machine sans ordinateur. Alors, comme je dis, c'est pas du tout indispensable parce que vous pouvez très bien piloter la machine avec Lightburn ou Laser GRBL, soit directement avec votre téléphone avec l'application Atomstack que vous connectez au Wi-Fi ici. Mais bon, on a l'option, donc on va la tester. Alors l'écran, il ne se monte pas sur la machine, il se monte à côté. À l'arrière, vous avez un petit support en mode cadre photo qui vous permet de poser l'écran où vous voulez. Comme ça. Et puis donc le câble HDMI, il se relie à l'avant de la machine. Et sur le côté de l'écran, comme ça. Alors bien sûr, c'est un écran tactile, hein, sinon ça n'a pas trop de sens. On a un menu pour graver ici, mais il faut une clé USB. Et on a un menu paramètres ici, qui permet de choisir son langage. Donc on a le français dans le tas. On peut activer les options comme la détection d'inclinaison. Alors ça, c'est une alarme qui fait que si la machine se penche comme ça, au bout d'un moment, elle va gueuler. Bon, c'est pas une alarme qui sert à grand chose entre nous, hein, ça permet de détecter que la machine tombe de la table, en gros, quoi. Mais il y a des options plus intéressantes comme la détection de flamme, qu'on peut activer ou pas. Donc par défaut, elle est désactivée parce que souvent, ce genre de détection, c'est une LED infrarouge qui détecte des changements de luminosité. Et pour peu que vous soyez à l'extérieur, par exemple, et qu'un nuage s'éloigne de devant le soleil, la machine se met en alarme. Et une option super, le son tactile. Voilà, vous désactivez et vous n'avez plus le bip désagréable. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez activer ou pas la reprise de la gravure en cas d'arrêt. Et vous pouvez choisir si vous utilisez la croix de positionnement ou pas. Et des options mal traduites que je ne comprends pas, à savoir traverser le feu rouge toujours sûr. À mon avis, ça c'est une option pour laisser la croix allumée ou pas. Mais je ne sais pas dans quel contexte. Et vous avez une page à propos qui vous donne les dimensions de la machine, le firmware de la carte mère et le firmware de l'écran. Par contre, ça c'est une option que je ne savais pas que j'avais et que j'apprécie quand même. Alors avant de tester la machine, il faut savoir comment la calibrer. Pour ça, on a une cale. Alors c'est pas la meilleure des méthodes, mais ça a le mérite de marcher quand même. Vous avez deux niveaux sur la cale. Vous avez un niveau pour graver ici, et la cale fait 8 mm. À ce moment-là, vous placez la cale sous la tête, vous desserrez les vis, vous la mettez en contact, et vous resserrez les vis, et vous êtes prêt à graver. Si vous voulez couper, vous avez une cale plus fine qui fait que 4 mm. En fait, vous pouvez très bien couper en laissant la cale de 8 mm pour couper des trucs fins, mais le fait d'utiliser une cale plus courte, ça va vous permettre de descendre un peu plus dans le bois. La focale, c'est-à-dire la mise au point du laser, elle ne va pas se faire à la surface du matériau, mais 4 mm plus bas, et ça va vous permettre de découper un peu plus bas. L'intérêt d'avoir 8 mm de focale, justement, c'est ça. Ça va vous permettre de pouvoir descendre la tête de laser pour pouvoir faire des découpes un peu plus profondes. Et il y a une autre façon de faire la mise au point, la notice le stipule. Vous pouvez enlever le cache ici,
Et vous pouvez utiliser la cale dans ce sens-là. À ce moment-là, vous serez exactement à la même hauteur que si vous aviez calibré avec votre cale pour 8 mm. Voilà, comme ça. Alors, ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. Il n'y a aucun intérêt et je vous conseille absolument pas d'enlever le cache pour pouvoir graver. Ça, c'est hors de question, hein. Vous le laissez, ce cache. Pour piloter la machine avec l'ordinateur, comme d'habitude, je vais utiliser Lightburn. On peut aussi utiliser Laser GRBL. Il a l'avantage d'être gratuit, mais il est plus limité. Et donc, pour connecter la machine, il faut d'abord la configurer. Donc, je vais d'abord cliquer sur Appareil ici, et ça se fait manuellement. Donc, je fais Créer manuellement. Je vais utiliser le protocole GRBL en port USB. Et là, je vais donner un nom à la machine. Donc, je vais l'appeler Atomstack X24 Pro. Les dimensions de la zone de travail, c'est 365 mm par 305. L'origine du laser, on la met à l'avant et à gauche. Et l'autoguidage, on le désactive. Je valide. On a un résumé, tout est bon, c'est fini. Et la machine, je la définis par défaut. Et je valide. Donc la machine apparaît ici. Maintenant, il va falloir choisir un port COM, mais pour ça, il faut d'abord qu'elle soit démarrée. Voilà, maintenant, je peux choisir le COM 5. La machine est prête. Et là, je peux l'initialiser à la main. La tête de laser est équipée d'une croix, alors c'est une diode classique, hein, comme je l'ai déjà dit, qui est décalée par rapport à la tête de laser, et donc qui n'indique pas l'endroit où le laser pointe. Il indique l'endroit où la machine va commencer. Seulement, la machine doit connaître la différence de position entre la croix et la tête de laser. Et pour savoir quel est le réglage, c'est pas dans le manuel, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu. Par contre, on peut aller dans le menu Paramètres avec l'écran et utiliser une fonction qui s'appelle Correction du positionnement de la croix rouge ici. Pour faire ce réglage, je vais utiliser un bout de bois que je vais mettre sur la machine. Je vais faire le focus pour une position gravure, donc le côté épais de la cale. Maintenant, je vais lancer la fonction. La tête de laser va graver une croix sur le bois. Et ensuite, il va falloir que je positionne la croix générée par la diode sur la croix générée par le laser. Donc attention, on met les lunettes, hein. Maintenant que la croix est gravée, je vais positionner la tête dessus. Bon là, elle y était déjà, donc je me déplace un petit peu pour que vous voyez. Maintenant, la croix est positionnée sur celle qui est gravée. On voit que la cote est de 16 mm et 17 mm. Je valide et c'est enregistré. Si vous n'avez pas l'écran en option, vous pouvez toujours utiliser l'application Atomstack qui se trouve sur téléphone, donc que ce soit Android ou Apple, ça marche pareil. Je vais maintenant faire les tests de vitesse. Le premier test, ça va consister à tracer un carré comme celui-ci. Il fait 25 cm de côté, donc 1 mètre de périphérie. Et je vais demander à la machine de faire 10 fois le tour. Donc elle va faire 10 mètres. Et on va voir combien de temps il va lui falloir pour faire tout ça. Bon, la vitesse est configurée à 50 000 mm par minute et la puissance à 0%. On n'a pas besoin du laser pour ce test-là, c'est juste un test de vitesse. Quant aux 50 000 mm par minute, la machine ne les atteindra probablement pas, mais elle essaiera d'aller le plus vite possible. Je vais désactiver les racistes, ça ne sert à rien. Et donc je vais demander de faire 10 passages. Allez, c'est parti, je démarre le chrono en même temps que je démarre le programme. Un peu moins de 33 secondes, j'ai été un peu lent pour l'arrêter le chrono. C'est marrant, il y a un axe plus rapide que l'autre. Pour le deuxième essai que je fais traditionnellement, j'ai un petit problème parce qu'il consiste à faire le tour d'un cercle de 318,5 mm de diamètre, ce qui correspond à un cercle d'une périphérie d'1 mètre, et je fais le tour 10 fois pour faire 10 mètres encore une fois. Le problème, c'est que 318, c'est plus grand que les capacités de la machine. Donc il va falloir que je réduise le cercle, malheureusement. Donc je vais le monter... Enfin, je vais le descendre plutôt à 305 mm. Le test ne sera pas forcément comparable à tous les autres, mais ça vous donnera quand même une idée de la vitesse. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais lui mettre les capacités max de la machine, donc ça ne sera pas un cercle mais un ovale. Donc 305 par 365, pardon, c'est l'inverse. 365 par 305.
On va voir. J'initialise la machine. Je prépare le chrono et c'est parti. Un peu moins de 28 secondes, c'est pas mal du tout. L'épreuve suivante, ça va être de découper ce morceau de bois qui fait un peu plus de 18 mm d'épaisseur. Ce morceau de bois, je l'appelle le juge de paix parce qu'il y a pas mal de lasers qui n'ont pas réussi à le couper. Bon, c'est vrai que les premiers lasers que j'ai testés faisaient que 10 watts, celui-ci en fait 24. Et donc l'idée, ça va être de le découper en un nombre minimum de passes à 100% de puissance. Donc je vais déjà commencer par le mettre en place et par faire la focale, il ne faut pas oublier. Donc cette fois-ci, je vais faire de la découpe, donc je vais utiliser la partie la plus fine de la cale, celle-ci. Pour ce test, j'utilise les mêmes caractéristiques pour tous les lasers, à savoir une vitesse de 150 mm par minute et une puissance de 100%. Je vais commencer avec 4 passes. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est sympa, on voit le faisceau à travers les fibres du bois là. Parce qu'on ne coupe pas une tranche épaisse. Je pense que 4 passes c'était trop. Ouais, 3 passes ça suffit. Hein. Hop, j'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin. Pas trop épaisses les tranches, s'il vous plaît. Je vais maintenant préparer un petit projet pour ma fille, puisqu'elle me l'a demandé. Donc pour ça, je vais importer une image. Donc c'est du PNG, hein, c'est une image classique. Je vais la redimensionner à 300 mm de large. Et je vais la mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est une image. C'est pas du tout des trajectoires de laser. Tout ce qu'on peut faire, c'est le graver. Moi, ce que je voudrais, c'est le découper. Et pour ça, je vais utiliser une fonction de Lightburn qui s'appelle tracer l'image. Donc ça va détecter les contours et faire des chemins pour la tête de laser. Donc je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Et je vais mettre l'image en plus clair pour qu'on voit mieux les trajectoires. Voilà. Donc ce qui est en rose, c'est les trajectoires. Si je zoome un petit peu, vous allez voir qu'ici, il y a des petits détails que je ne veux pas. Donc je vais faire ignorer moins de 50 par exemple, ou 45. Allez hop. Voilà, donc la plupart des petits traits, ils ont disparu. Si je monte à 50, peut-être que celui-là va disparaître. Non, il ne disparaît pas. Par contre, celui-ci, là, que je veux garder, il disparaît. Donc, je vais redescendre à 45. Voilà. Je vais supprimer l'image parce qu'elle ne m'intéresse pas après la trace et je valide. Donc, voilà. Donc, maintenant, à la place de l'image, j'ai des tracés. Donc, je vais retourner zoomer là où j'avais mon petit tracé. Et vous voyez, si je sélectionne un trait, ils sont tous groupés. Je vais les dégrouper. Voilà. Et maintenant, je vais sélectionner juste celui-là. Le supprimer. Maintenant, je sélectionne tout et je regroupe tout. Comme ça, si je les déplace tous ensemble. Voilà, ça donne ça. Ce que je voudrais faire, c'est 2 plaques. La première plaque, je vais découper uniquement le contour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le trait ici. Ah oui, je viens de tout regrouper. Il faut que je dégroupe. Je vais prendre ce trait ici et je vais le mettre sur une autre couche. Donc il sera bleu. Je reprends tout sauf ça. Je groupe tout. Donc comme ça, tous les éléments noirs sont groupés. Et le bleu, lui, est tout seul. Si j'affiche juste la couche bleue, je vois que j'ai le contour. Et si j'affiche tout le reste, j'ai tout le reste. Donc l'idée, ça va être de d'abord graver la partie noire. Donc elle est en haut, ça tombe bien, elle va être traitée en premier. C'est du mode ligne. Et là, il va falloir que je définisse à quelle vitesse je vais et à quelle puissance je vais aller. Même chose pour la deuxième couche, donc la couche bleue. Ce que je voudrais, elle, c'est la découper. Donc encore une fois, je me mets en mode ligne. Et il va falloir que je définisse les caractéristiques de vitesse et de puissance. Alors pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Material Test. Et cet outil, il sert justement à ça. Donc quand on utilise cet outil, on va générer les fameuses grilles de test que vous avez tous vues sur YouTube. Donc, ce qu'on a sur le plan de travail,
Pour l'instant, on n'en tient pas compte. Ce qui va être généré, c'est ce qui est généré par l'outil ici. Et donc, je vais paramétrer ma grille pour faire uniquement des tests de vitesse. Donc, au niveau de la puissance, je vais faire une seule colonne et ça sera 100% tout le temps. D'après les tests de vitesse que j'ai fait tout à l'heure, la machine est capable de monter à 22 000 mm par minute. Donc, je vais mettre un max à 22 000. Et comme je vais faire 10 tests de vitesse, je vais commencer ma vitesse à 13 000 mm par minute. Comme ça, j'aurai des paliers de 1000 mm minute entre chaque, si je ne me suis pas trompé. Si je fais une preview, voilà. Donc je vais voir, les vitesses ici vont varier entre 13 000 et 22 000, et la puissance sera à 100%. Voilà, et on va tenter de découper du médium de 6 mm. Ça ne devrait pas être compliqué avec 24 watts. Je fais mon petit cadrage. Alors, l'idée avec la croix, c'est qu'on va pouvoir utiliser un maximum de matière sans en gâcher. C'est quand même pratique. Là, on est pas mal. Je mets les lunettes et on y va. Top, 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 top. Ça marche pas. Ça marche pas parce que dans les paramètres ici, il va falloir activer le décalage du pointeur, ça n'a pas été fait. Donc rappelez-vous, on a 16 mm sur un axe et 17 sur l'autre. Voilà, ça devrait aller mieux. Je réinitialise la machine. Je fais mon cadrage. Je place ma pièce de bois. Je refais mon cadrage. Voilà. Et là, ça devrait aller normalement. Donc pour info, la plaque, elle fait un peu plus de 6 mm de diamètre. Pardon, elle fait un peu plus de 6 mm d'épaisseur. Ah! Stop! Décidément, j'ai oublié de faire la focale. Donc là, on part sur de la découpe. Donc je prends le côté coupe. Je vais refaire mon cadrage. Voilà, allez, c'est parti. Stop, je me suis encore trompé, décidément, mais je suis nul. Hein. J'ai vu dans la preview qu'il y a 10 passes, il en faut une. Voilà. Allez, on recommence. Ça va pas être propre, mais tant pis. Putain, la vache, ça va vite. Bon, c'est un petit peu normal que c'est rien coupé. J'ai essayé de découper avec des vitesses adaptées pour la gravure. Donc, je vais refaire des tests avec des vitesses un peu plus adaptées quand même. Donc, on va commencer à 200 mm par minute. Et on va aller jusqu'à 1100 mm par minute. Toujours à 100% de puissance. Je vérifie mon cadrage. Parfait. C'est vachement pratique cette diode. On y voit beaucoup mieux avec une croix qu'avec un point. Hein. Surtout que le point, il n'est pas gros. Allez, c'est parti. On a une découpe à 200 mm par minute. Une et une seule. Et au passage, j'ai complètement oublié de mettre l'assistance d'air. Je ne l'ai pas activé.
Donc quoi qu'il en soit, je sais que je peux régler ma couche de gravure ici à la vitesse de 22 000 mm par minute sans problème. Et à une puissance de 100%. Je mets l'assistance d'air, on verra bien si elle se met en route. Un seul passage. Et pour la ligne bleue que je veux découper, ici je descends à 200 mm par minute, 100%, et l'assistance d'air. Et un passage. Si je regarde la preview, je vais avoir ça. Donc avant de faire les gravures, je vais vérifier que l'assistance d'air fonctionne. Pour ça, je vais rajouter un petit carré juste ici. Comme ça, il sera dans les chutes. Ce carré, je le mets sur une autre couche. Cette couche, je la mets pour de la découpe. Donc 200 mm par minute, 100% de puissance, mode constant et surtout commande pneumatique, c'est ça que je veux vérifier en mode ligne. Et je vais demander à la machine de ne graver que ça. Voilà, donc si je fais ma preview, voilà ce que j'ai. Alors que si j'active tout, voilà ce que j'ai. Alors, j'ai préparé un petit bout de bois que je vais mettre en place. Je vais réinitialiser la machine. Je vais quand même activer le contour de la gravure juste pour pouvoir faire le cadrage. Donc là, c'est pas bon. J'aurais dû demander d'ailleurs un cadrage. Hop. Un cadrage carré, c'est aussi bien. Alors on est pas mal, mais pas top. Voilà, là c'est parfait. Maintenant, je désactive le contour. Je vérifie à la preview que j'ai que ce que je veux. Et on va voir si l'assistance d'air fonctionne ou pas. Elle marche très très bien l'assistance d'air, c'est juste qu'il faut la mettre en route, donc j'avais oublié. Vous voyez, ici et là, elle était en route, la découpe est super nickel. Et de ce côté-là, par contre, eh ben, c'est pas très beau. Et là, je vois que je ne suis pas découpé partout-ci. Je vais ralentir un tout petit peu pour être certain de ne pas avoir de soucis de découpe. Donc, je vais descendre à 150 mm par minute. Là, ça sera parfait. Je vais vérifier mon cadrage encore une fois parce que je suis un peu parano. J'ai bien fait parce que c'est pas ça que je veux. Ça, je le désactive. Je réactive le reste. Je refais mon cadrage. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et c'est parti. T'as la gravure, elle envoie, c'est impressionnant. Bon, ça c'est con. La machine dépasse l'amplitude de mouvement maximale. Alors quand on fait un cadrage, ça passe, et puis quand on grave, ça passe plus. On devait vraiment être limite, on devait affleurer le capteur, et là on l'a touché. Bon bah écoutez, bah, c'est pas grave. On va recommencer. Et voilà, c'est parfait, ou presque. C'est parfaitement découpé, et je dis presque parce qu'effectivement, il y a un petit bout de découpe ici, là.
que j'ai foiré. Il va falloir que je recolle le petit coin ici. Bon, c'est pas très grave. J'ai le petit morceau, donc je vais pouvoir le coller, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la première phase. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer au niveau des coupes et des calques. Je vais modifier les paramètres de la première couche pour lui dire de découper au lieu de graver. Et je vais faire une deuxième plaque. Et ce que je vais découper de cette deuxième plaque, je vais le coller sur la première. Ça va être sympa. Donc, je refais mon cadre. Là, c'est parfait. Et voilà ce que ça donne. La découpe est impeccable. Même pour les petits éléments, c'est super. Il y a des morceaux qui sont là encore attachés. C'est pas qu'ils sont pas découpés, mais il y a tellement peu de jeu entre la pièce et la découpe que ça reste coincé dedans. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et donc ça, je vais venir le coller là-dessus. Voilà, avec tous les petits détails, les petits nuages, par exemple, qui sont encore ici. Voilà, donc en très gros, ça va donner ça. Je vais maintenant utiliser cette plinthe qui fait 10 mm d'épaisseur pour la découper en une seule passe. Et on va faire cette fois-ci un test de précision. C'est un test que je faisais avant et puis que j'ai oublié. Et je remercie l'un d'entre vous de me l'avoir rappelé dans les commentaires. Je vais découper un carré de 40 mm de côté. Et ensuite, je vais mesurer le trou et la pièce pour voir la précision. Bon, ce coup-ci, je vais faire un petit peu différemment pour vous montrer comment on peut utiliser la machine sans ordinateur si vous avez l'option de l'écran. J'ai dessiné mon carré qui fait 40 par 40 mm de côté. Cette fois-ci, le laser il est déconnecté de l'ordinateur. Je vais enregistrer le G-code. C'est un ensemble de commandes qui définit des trajectoires, des vitesses et d'autres actions, comme par exemple actionner la pompe à air. Et là, donc, je vais enregistrer mon fichier que je vais appeler carré 40 par 40, par exemple. Et je l'enregistre sur la clé USB. Donc vous pouvez facilement imaginer, là j'étais dans mon bureau, maintenant j'arrive dans l'atelier avec ma clé USB et je la branche sur la machine. Je démarre la machine. Et à partir de là, je vais pouvoir la piloter à partir de l'écran. Donc je vais dans le menu gravé. Je sélectionne mon carré 40 par 40, point G-code. Et ici, vous voyez, je peux initialiser la machine. Déplacer mes axes. Revenir à l'origine. Et ici, je peux définir un cadre. Alors là, curieusement, on n'utilise plus la croix, mais le laser. Mais très bien, ça va pas mal. Je ne suis pas trop mal placé là. Donc je fais fermer, je mets mes lunettes et j'appuie sur lecture. Donc a priori, on peut régler pendant la gravure la puissance et la vitesse pour pouvoir s'adapter, mettre en pause ou arrêter. Ouais, il me semblait avoir fait un cadrage correct, a priori pas du tout. Ah, mais j'ai pas réinitialisé la machine, elle doit être en mode absolu. Bah, c'est ma faute ça, il faut le savoir quand même. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. A priori, une seule passe ça suffit. On va refaire une découpe pour pouvoir refaire des mesures quand même à peu près propres. Je reprends mon carré, je me réinitialise, je fais mon cadrage. Et je lance la découpe. Ben, ça va pas non plus. Donc c'est pas un problème de mode absolu, c'est un problème de décalage. Le décalage qu'on a entre la croix et le laser est pris en compte parce que j'ai fait le programme avec Lightburn. Ça c'est clairement un bug, hein. Bon, cette fois-ci, je pense que j'ai compris. Il me reste peut-être un demi-cerveau, on va voir. Le décalage du laser ici, il est intégré dans le programme. Or, la machine l'intègre déjà dans son logiciel. Donc, il faut que je le désactive, comme ça, et je réenregistre mon code. Donc, j'écrase le code existant, et on va refaire un essai. J'ai remis la clé dans la machine. Je prends mon carré, je m'initialise. Toujours le faire quand on démarre la machine. Je fais mon cadre. On a vu que j'utilisais la croix. Et maintenant, on va graver. Ah oui, les lunettes. Et on va voir si j'avais raison.
Et ben voilà, c'était ça. Un extracteur de fumée, c'est pas du luxe, hein. Je peux maintenant éteindre la machine et sortir le pied à coulisses. On a fini par y arriver. Bon, en même temps, on fait des tests, hein. Alors, on va voir maintenant si les dimensions sont correctes. Normalement, on devrait avoir un trou qui devrait s'approcher des 40 mm. On a 40,3 mm. Donc 40 mm et 3 dixièmes. Et le trou est carré. Il fait 40,3 par 40,3. Le carré, lui, il fait 39,9 par 39,9. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une machine relativement précise, au dixième près. Et ça veut dire qu'on a un écart de 4 dixièmes entre le carré et le trou. Donc on a un trait de 2 dixièmes. Donc c'est très correct. Et vous avez vu, hein, une seule passe, 10 mm, ça passe nickel. Allez, on passe au bilan. Alors je vais commencer par le problème de courroie que j'ai eu pendant le montage. Alors ça, c'est pas grave du tout. La courroie était détendue et j'aime autant. Ça permet de ne pas la stresser pendant le transport. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la notice ne spécifie pas comment régler la tension des courroies. C'est d'autant plus dommage que la machine est bien équipée et qu'il est possible de régler chacune des courroies. C'est juste dommage que la notice ne soit pas complète. Ce modèle de laser est rigide et rapide. Il sera parfaitement adapté pour la gravure, justement parce qu'il est rapide. Vous l'avez vu lors de la gravure de la première plaque, à vitesse max, il grave trop fort à pleine puissance et ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir graver à la vitesse max, donc plus vite, et à une puissance moindre, ce qui va largement contribuer à préserver la durée de vie de la tête de laser. Il est aussi parfait pour des découpes. Vous avez vu qu'on peut découper du bois de 10 mm en une seule passe. Mais ce laser n'est pas le plus polyvalent, notamment parce qu'il est compact, sa surface de travail est limitée, et surtout, vous ne pourrez pas découper facilement sur des matériaux très grands parce que le châssis est plein. Et donc, il n'est pas possible de glisser une planche sous le châssis, étant donné qu'il n'y a pas de pied. Par contre, vous pourrez poser la machine sur le matériau, à condition que celui-ci soit plus large et plus long que la machine. Sans ça, la machine sera instable et ça sera dangereux. Donc avec le matériau sous la machine, vous pourrez graver, mais pas découper, sauf si ça ne vous dérange pas de découper aussi la table qui se trouve sous le matériau. La machine a des avantages, à commencer par sa grande rapidité qui va vous éviter de perdre du temps. Sa compacité sera un atout pour certains, et le châssis monobloc est rigide s'il est posé sur une surface stable, sinon il peut se déformer verticalement. Par contre, sur les axes du plan horizontal, vous n'aurez aucun problème de déformation de la géométrie. La rigidité du châssis monobloc fait le taf. Au niveau du rangement des câbles, c'est génial. Il n'y a pas de câble qui traîne, il y a même un chemin de câble et il y a des prises à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien qui gêne. C'est vraiment bien. En plus, l'assistance d'air, elle est intégrée et elle est pilotée. Bon, il ne faut juste pas oublier de la mettre en route au moment où on en a besoin. Mais après, c'est la machine qui gère. Un petit avantage aussi, le port USB au lieu du lecteur de carte micro SD, c'est mieux à long terme. La connectique et l'interrupteur pour l'axe Y, c'est pas mal pour ceux qui en ont besoin. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est la possibilité d'utiliser un écran en option pour un mode autonome. Et ça, j'apprécie surtout, comme vous le savez, dans un atelier comme le mien qui est plein de poussière et de sueur. D'autant plus que l'écran ne coûte que 40 €. Le nettoyage de la tête est facile. La protection en polycarbonate se démonte très facilement. Et ça, c'est bien parce que ça nécessite quand même un petit peu d'entretien, ces têtes-là. La fixation de cette protection se fait avec des aimants. Donc, il suffit de détacher en tirant dessus. Pour la rattacher, on la rapproche, elle se met en place toute seule, on ne peut pas faire plus pratique. Positionner les pièces avec la croix, c'est très pratique parce que c'est beaucoup plus visible qu'un laser et en plus de ça, la croix vous donne la perpendicularité, donc vous pouvez aussi orienter votre pièce. Donc c'est vraiment bien, même si j'ai bataillé pour son paramétrage au départ. Attention par contre, si vous activez cette option, vous avez le choix, vous allez perdre 16 mm de capacité de la machine sur chaque axe, puisque la croix de la mire est décalée par rapport à l'emplacement du laser. Bon, c'est pas une grosse perte, mais la machine a déjà une surface de travail réduite. Évidemment, la machine a aussi des inconvénients, à commencer par sa petite capacité de gravure. La compacité de la machine, c'est un avantage ou un inconvénient en fonction de vos contraintes, mais si vous avez de la place, préférez une machine plus grande avec une capacité de travail plus importante. Ça vous coûtera probablement le même prix à peu de choses près. Le système de calage de la focale avec une cale, on a fait mieux déjà, ça je l'ai déjà dit. La cale, on peut la perdre. Petit détail rigolo, les ingénieurs ont prévu un trou pour l'attacher par exemple au porte-clés des clés de la machine. Et bien dans ce cas-là, si vous voulez régler votre focale, il faut couper la machine parce que rappelez-vous, quand la machine est en marche, la clé est bloquée dans la serrure. Ce qu'il faudrait en fait vraiment sur cette machine, c'est une fente ou une poche pour ranger cette cale dedans. Il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence, ça c'est une faute à mon avis. Et il y a des options qui sont utiles mais elles sont en option.
c'est-à-dire l'assistance d'air, il y en a pour 110 €, le nid d'abeille, il y en a pour 90 € et l'écran 40 €. Ça serait pas mal que ce soit fourni de série quand même. Surtout vu le prix de la machine, elle n'est pas donnée. Il n'y a pas de lentilles de rechange fournies non plus, mais par contre elles sont disponibles en option pour 40 € les 3 à peu près. Voilà ce que je pense de cette machine. Donc si les lasers vous intéressent, je vous invite à aller jeter un œil à cette playlist. Vous y trouverez pas mal de tests aussi poussés que celui-ci. Sinon, si vous aimez bricoler, passez donc par là. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!